Salut les amis, bienvenue sur La Charnière, notre nouveau projet commun. Moi c'est Robin, j'ai 21 ans, j'ai fait des études de sport précédemment, mais maintenant je suis dans le journalisme, d'où ma présence ici. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon meilleur ami, de mon acolyte, je vous présente. Salut Robin, alors moi c'est Quentin, j'ai 23 ans et tout comme Robin j'ai fait des études en sport et je projette dans ma vie de continuer là-dedans parce que c'est ma passion. Mon objectif c'est d'enseigner ça aux personnes âgées mais aussi aux jeunes et de transmettre cette passion tout simplement à autant de personnes que possible. Et tout simplement dans la vie je suis passionné de sport quel qu'il soit, que ce soit de football surtout, mais également de sports comme le hockey sur glace et la Formule 1. Sur cette chaîne YouTube, on fera tout un tas de concepts comme des analyses en profondeur de certaines équipes en parlant de système de jeu, en parlant de transfert, ou des analyses un petit peu plus chill où on va faire des bilans comme ça sera le cas d'aujourd'hui, voire des concepts plus ludiques comme des débats, des jeux ou même des pronostics. Pour commencer cette vidéo aujourd'hui, première vidéo, on a décidé de faire un petit bilan de l'année 2024 en vous présentant chacun, on ne le sait pas encore, celui de l'autre, mais en vous présentant chacun notre 11 de l'année, notre 11 des meilleurs joueurs sur l'année civile 2024. C'est parti. Alors, commençons par le commencement, le poste de gardien de but, bien entendu. Je vais commencer par vous donner mon avis. J'ai beaucoup hésité. Pour moi, il y a un gardien qui sort du lot, surtout de par le trophée qu'il a gagné, c'est Emiliano Martinez avec l'Argentine, qui a remporté la Copa América cette saison. Le deuxième gardien auquel j'avais pensé, et il y a longtemps eu débat dans ma tête, je vais pas vous mentir, c'est Yann Sommer, le gardien suisse, qui a réalisé une très très belle saison avec l'Inter, beaucoup de clean sheets, le titre avec 19 points d'avance, figure-toi, 19 points d'avance, le titre de Serie A, qui a été aussi très solide à l'Euro et qui continue de bien performer en ce début de saison avec l'Inter. Malheureusement pour moi, les autres gardiens, les Unai Simon de l'Espagne, les Diogo Costa aussi du Portugal, ou même un gardien comme Donnarumma, ne sont pas des gardiens assez forts intrinsèquement pour rentrer dans ce 11, c'est mon avis. Emiliano Martinez est capable de grandes prouesses sur sa ligne, il l'a déjà démontré à plusieurs reprises, et en plus de ça, il a gagné un titre majeur. C'est pour ça que mon titulaire pour cette équipe, c'est Emiliano Martinez. Et on commence très fort parce que tu n'as même pas cité le gardien que j'ai décidé de titulariser dans les cages pour ce 11 de l'année. C'est dire à quel point je trouve que le poste de gardien sur cette Totti, pour moi, c'est définitivement le poste le plus difficile à pourvoir. Parce que moi, je suis plutôt de l'avis qu'il n'y a pas de gardien qui est sorti du lot cette année. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur gardien du monde intrinsèquement, c'est Thibaut Courtois. Bien sûr. Cette année, on peut même pas en discuter parce qu'il a connu sa très longue blessure, les ligaments croisés. Exactement. Qui a été très bien remplacé par Andriy Lounine d'ailleurs, qu'on aurait pu citer parmi les prétendants à ce poste. Je suis d'accord, j'ai aussi pensé à Emiliano Martinez qui va nous chercher de nouveau un trophée, la Copa América, qui sur sa ligne, comme tu dis, est un excellent gardien. Mais qui quand même souffre du fait de jouer à Aston Villa, qui n'est pas une équipe de tout premier plan. Seulement Aston Villa, effectivement, c'est vrai. Et je pense que je me suis énormément référé à... Vous savez, souvent, dans une saison, je trouve qu'on a une équipe qui peut marquer, une équipe un peu surprise. Et pour moi, l'équipe qui m'a surpris, de par notamment sa solidité défensive en Champions League, c'est le Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Ouais. Très simplement, alors, peut-être un peu de chauvinisme, comme avec Yann Sommer, tous les deux, voilà, jeunes Suisses que nous sommes, mais voilà, pour moi c'est un gardien que j'ai trouvé extrêmement performant pour le Borussia Dortmund, essentiellement en Champions League. On sait que en Bundesliga ça a été compliqué pour le Borussia la saison dernière, ils n'ont pas trop eu droit au chapitre, notamment grâce à la grande saison du Bayer Leverkusen, mais Gregor Kobel, je l'ai trouvé vraiment très décisif dans des moments, on pense énormément à la double confrontation contre le Paris Saint-Germain, et je pense aussi à la finale. La finale qui a été vraiment... Gregor Kobel nous a sorti un tout grand match, ça a malheureusement pas suffi. Mais pour moi, c'est le gardien que j'ai envie de récompenser. J'ai envie de dire presque faute de mieux, mais je suis content de titulariser ce gardien qui en plus est jeune et a de l'avenir, je pense. Ouais, faute de mieux, je suis assez d'accord. Pour moi, c'était trop léger de par la faiblesse défensive du Borussia Dortmund en Bundesliga, qui a encaissé trop de buts, je dirais, la saison dernière. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est presque à mettre à son crédit. Ça veut dire qu'il a quand même sauvé beaucoup de situations. Bien sûr.
Comme tu l'as dit, Thibaut Courtois est intrinsèquement le meilleur, bien entendu, mais il ne rentre pas dans la discussion de par sa blessure. Un gardien comme Mike Maignan, qui est aussi intrinsèquement très très fort, Très bon euro. malheureusement ne gagne pas de trophée, Ouais. ce qui l'écarte également du débat. Tout à fait. Et c'est un peu le problème que j'ai avec Kobel également, c'est qu'il ne gagne pas de trophée, ni de trophée majeur. Donc voilà, mais j'entends très bien la force intrinsèque de Gregor Kobel. Mais je suis quand même parti sur Emiliano Martinez qui prend un trophée égal à l'Euro ou à peu près, enfin du même standing, une coupe continentale. Donc c'est pour ça que je suis parti sur Emiliano Martinez. Passons ensuite au latéral droit. Latéral droit qui pour moi, il ne devrait pas y avoir de débat. Il est toujours là, il est vieux, certes. Il n'est plus dans ses années de son prime, monsieur Dani Carvajal. Mais il prend la Ligue des Champions, il marque en finale, il prend l'Euro. Il fait une saison pleine avec le Real Madrid. Encore cette saison maintenant. Malheureusement, il s'est blessé gravement, mais il n'a loupé que les 2 derniers mois de compétition, ce qui pour moi ne l'écarte pas du débat sur l'année 2024. Surtout que c'est le seul joueur à avoir pris, en tout cas en ayant joué tous les matchs titulaires, un trophée continental et la Ligue des Champions, qui a quand même pour moi le trophée majeur à prendre sur une saison où il n'y a pas de Coupe du Monde, où il n'y a entre guillemets seulement un Euro que je mets quand même en dessous de la Coupe du Monde. Pour moi, la Ligue des Champions fait foi, et pour moi, Dani Carvajal mérite totalement sa place dans ce 11. Qui plus est, Dani Carvajal a quand même des moments marquants sur cette année 2024. Je pense évidemment à son but, le but de l'ouverture du score et qui s'avérera être décisif lors de la finale à Wembley contre le Borussia Dortmund. Très bon Euro aussi, hein, Dani Carvajal, Bien sûr. toujours décisif. Voilà, je vais aussi tout de suite le dire. Pour moi, il n'y a pas de débat sur ce poste. C'est une évidence, Dani Carvajal. Même si on a pu avoir l'impression sur ces dernières années qu'il commence à décliner, finalement, il est toujours là au Real Madrid, qui va devoir composer sans lui toute la saison. Bien sûr. Pour cette année, ça va pas être facile. Hein. Lucas Vazquez relève bien la tâche, mais c'est quand même pas du standing d'un Dani Carvajal. Alors, on l'a vu énormément souffrir, je pense notamment au match justement contre le Borussia Dortmund de Santiago Bernabéu, ou même contre le FC Barcelone. Bien sûr. Voilà, je pense que Carvajal, à voir comment il revient de sa blessure, mais son année 2024 est juste une de ses toutes meilleures, si ce n'est sa meilleure finalement. Bien sûr. Dans la force de l'âge, et pour moi, ouais, tout à fait indiscutable. On peut peut-être quand même citer 2-3 mentions honorables. Je pense à Jérémy Frimpong, Bien entendu. qui s'est fait l'auteur d'une saison extraordinaire à Leverkusen, mais voilà, comme quasiment toute l'équipe, j'ai envie de dire. Trent Alexander-Arnold, qui nous fait une fin d'année 2024 vraiment de premier rang, mais qui, pendant l'Euro, voilà, comme tout le reste... A été en difficulté, comme toute l'équipe d'Angleterre. Ouais, tout à fait. Comme tout le reste de l'effectif anglais n'a pas su répondre aux attentes. J'ai envie de citer un gars qui intrinsèquement est très très fort et probablement meilleur que Dani Carvajal intrinsèquement, mais Jules Koundé. Ouais, tu fais très bien de le dire, oui. Jules Koundé est pour moi dans les meilleurs latéraux droits du monde, il n'y a pas de débat. Malheureusement, il ne prend pas de titre. Et c'est pour moi ça qui l'écarte également du débat, même si à l'Euro, c'était une des rares satisfactions pour l'équipe de France. La défense de l'équipe de France, ça a certainement été la seule satisfaction de l'Euro. On a Bien déjà entendu. parlé de Mike Maignan pour le poste de gardien. Mais comme tu dis, Jules Koundé, je pense qu'il il progresse encore, hein, d'ailleurs cette saison. Je le trouve encore meilleur sous le système d'Hansi Flick. Surtout On voit avec qu'il ballon. commence à être... Tout à fait, Ouais. parce que c'est quand même un latéral qui, contrairement aux autres latéraux qu'on a pu citer comme Trent ou Frimpong, est plus à vocation défensive. Et pourtant, on voit qu'il commence à apporter lui aussi un apport offensif substantiel. Il se fait l'auteur de plusieurs passes décisives. Donc à voir pour 2025, mais pour Bien 2024, Dani Carvajal, pas de doute. On va arriver les amis sur une doublette, une charnière dont le nom de notre chaîne est issu. Il y a débat, je pense qu'il y a débat. Il y a débat. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Pour moi, il y en a un qui ne fait pas débat. Pour toi, il y en a un qui ne fait pas Il y débat. en a un qui est au-dessus, et après, tu peux hésiter entre plusieurs noms. Mais Alors, on va discuter. je suis parti, finalement, sur Ruben Dias et Antonio Rüdiger. Ok. C'est ma charnière centrale. Ok. Je vais m'expliquer. À la base, j'avais pensé à Gvardiol à gauche, parce que j'estimais qu'il n'y avait pas de latéral gauche qui sortait du lot cette saison, comme un Dani Carvajal pouvait l'être à droite. Ok. Partant de ce principe, je me suis dit que j'avais envie de récompenser un défenseur d'un autre club que Manchester City. C'est pour ça qu'à la base, j'étais parti sur William Saliba en défense centrale. Après réflexion, je me suis rendu compte qu'à gauche, mon choix n'allait pas se porter sur Gvardiol, et j'ai estimé qu'un Ruben Dias avait été intrinsèquement a fait une année plus complète qu'un William Saliba, même si Saliba a été exceptionnel pour Arsenal. Je suis pas d'accord. Et que Wow. et que
William Saliba a probablement été le meilleur défenseur de Première Ligue et le meilleur défenseur du monde sur la saison. Ah voilà. Voilà. Là tu lâches le terme. Je lâche le pourtant, terme. tu l'as pas mis dans les. Et pourtant, je l'ai pas mis. Pourquoi ? Les trophées. Saliba On en revient toujours à la même finit chose. la saison et l'année 2024 sans aucun trophée, alors que Ruben Dias prend la Première Ligue et qu'Antonio Rudiger prend la Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de mettre un William Saliba qui n'a pas de trophée finalement. J'avais encore un doute avec Virgil van Dijk aussi, qui pour moi rentrait dans le débat de par son niveau intrinsèque, oui, bien sûr. un peu pour le même débat que Saliba. Pas de trophée, c'est pour moi ça qui l'écarte définitivement. Et c'est pour ça que ma charnière centrale, même si intrinsèquement est un cran en dessous de Van Dijk et Saliba, avec les trophées, je trouve que ça fait la différence. Et donc Antonio Rudiger et Ruben Dias. Ok. Alors je vais juste parler d'abord de mon premier défenseur. Oui. Qui est William Saliba. Ok. Voilà. Je suis d'accord avec toi, une saison sans trophée, ça a forcément du poids. Mais pour moi, ma définition d'une équipe de l'année, j'ai envie de récompenser les joueurs. Voilà, il faut prendre toutes les caractéristiques en compte. Et il ne faut pas oublier que William Saliba a été le pilier de ce Arsenal qui a tenu tête à Manchester City, à la machine Manchester City jusqu'à la dernière journée. Il a joué toutes les minutes de Première Ligue. C'est juste. Les 38 matchs avec Arsenal. On a fait tout simplement la meilleure défense de Première Ligue, alors qu'il y a encore quelques années, c'était vraiment pas leur première force. Bien sûr. Voilà, William Saliba, un joueur qui a une courbe de progression tout simplement fulgurante. On se rappelle d'un prêt à l'Olympique de Marseille, où il a su se révéler, revenir à Arsenal et s'imposer comme un véritable patron. En équipe de France, il a aussi mis un petit peu de temps à se faire sa place. Lors de la Coupe du Monde 2022, par exemple, pas de William Saliba. Dayo Upamecano a su s'imposer avant lui, par exemple. Et c'est finalement peu avant l'Euro que Didier Deschamps a décidé que William Saliba allait prendre cette place aux côtés de Dayo Upamecano. Et on peut dire qu'il lui a donné raison à 100%. Bien sûr. Parce que, pour reparler de cet Euro de l'équipe de France, c'est vraiment la satisfaction. La défense a été solide de A à Z. Et Saliba a su tenir son rang qu'il a tenu toute l'année à Arsenal. Il n'a pas montré de signe de fatigue, toujours été présent. Et pour moi, voilà, intrinsèquement, c'est le meilleur défenseur central sur cette année 2024. Si je peux te rejoindre, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, tu l'as dit. C'est- Ouais, Malheureusement, c'est un des critères du Ballon d'Or également, les trophées. Ouais, toujours. Et j'estime que Ouais, pour faut pas rentrer nier. dans un 11 de l'année, si tu m'avais dit on fait le 11 intrinsèquement des joueurs les plus forts individuellement, j'aurais mis Van Dijk, Saliba. Ok. Voilà. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Mais malheureusement, les trophées, j'avais envie de... Sinon, à quoi bon gagner des trophées? Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est comme ça nos 11 seront un petit peu différents. Bien sûr, Les c'est très sensibilités, intéressant. le football n'est pas une science exacte et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Mais alors, qui as-tu mis en deuxième centrale? La même chose que toi. La même chose, donc. Antonio Rudiger, D'accord. dont tu as justement pas trop parlé pour le moment, je pense que c'est très bien. Pas trop parlé. On va pouvoir un petit peu les deux comme ça s'exprimer sur Bien sûr. ce défenseur. Je vais peut-être commencer en disant que Antonio Rudiger, pour moi, a donné un véritable renouveau quand même à la charnière du Real Madrid. Il dégage quelque chose de puissant. Antonio Rudiger ne se blesse pas, contrairement à ses compères. J'allais venir sur ce point. Ouais. Contrairement à Militao, Alaba, qui ont connu tous deux malheureusement les ligaments croisés, Militao 2 fois. Rudiger, lui, est toujours là. Il marque dans des moments importants. Aussi, oui. Et pour moi, il a ce caractère vraiment de vainqueur qui colle à l'ADN Real Madrid. C'était vraiment pas un joueur que je voyais prendre cette trajectoire avant qu'il explose véritablement sous Thomas Tuchel à Chelsea. À Chelsea, bien sûr. Voilà, je sais pas ce que tu as d'autre à en dire, mais pour moi, il mérite sa place dans ce 11. Il prend la Ligue des Champions, on parle de trophées. Avec l'Allemagne, je l'ai trouvé très bon aussi. Oui. On voit qu'il a eu Schlotterbeck à côté, il a eu Jonathan Tah, lui n'a pas bougé de l'Euro. C'était véritablement le patron de la Mannschaft et du Real Madrid, donc 100% mérité pour moi. 100% mérité, si ce n'est que je pense que, honnêtement, s'il ne prend pas la Ligue des Champions, il ne rentre jamais dans mon 11. Je m'explique. Je trouve que Rudiger, intrinsèquement parlant, est vraiment un cran en dessous de Van Dijk et de Saliba. Je trouve qu'il a des moments d'absence, des comportements sur le terrain qui parfois peuvent être mal interprétés, des fois ses choix sont bizarres, je trouve. Malgré cela, on ne gagne pas la Ligue des Champions en étant nul. Donc je pense que Rudiger mérite sa place cette année, mais je tiens à dire que je préfère Saliba et Van Dijk et Ruben Dias également. Je trouve que ce sont des défenseurs plus complets, plus forts que Rudiger, mais Rudiger prend la Ligue des Champions et ça, quand on parle d'une année de club et de nation, la Ligue des Champions pour les clubs, c'est quand même la plus grande des compétitions, donc pour moi c'est normal qu'il se retrouve ici. Très bien. Latéral gauche. Latéral gauche.
Comme je l'ai expliqué Comment ça avant, je pensais partir sur Gvardiol, qui a fait une super saison. Il faut pas cracher dans la soupe. Manchester City, effectivement, c'est moins fort depuis 2 mois maintenant. Mais jusqu'à ces 2 mois, disons de janvier à octobre, c'est juste la meilleure équipe d'Europe. Oui. Il faut le dire. Si le Real Madrid ne les sort pas au penalty en Ligue des Champions, je pense qu'ils vont au bout. Voilà, c'était de la malchance. Manchester City a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Ils étaient à ça de recréer leur fameux triplé. Il s'en est fallu une séance de penalty. Exactement. Voilà, le Real Madrid en Ligue des Champions, tout simplement, c'est pas les premiers à qui ça arrive. Effectivement. Et pas les derniers. Mais étant donné que j'ai estimé que Gvardiol, intrinsèquement parlant, n'a pas fait l'année pour rentrer dans ce 11, je me suis dit alors qui mettre en latéral gauche et qui mettre en latéral gauche. Là encore, j'aurais pu citer un Théo Hernandez, mais qui n'a pas de trophée. J'aurais pu citer un Alphonso Davies qui revient très bien au Bayern Munich, mais qui n'a pas de trophée non plus. C'est pour ça que j'ai décidé de récompenser la saison exceptionnelle, et on ne les attendait pas, de Leverkusen, en mettant Alejandro Grimaldo, qui a fait une saison juste pour un latéral gauche. Je veux dire, il y a des ailiers qui n'ont pas ces stats. Il y a des ailiers qui n'ont pas les stats de Frimpong et Grimaldo. Je me suis dit que Frimpong, on ne pouvait pas le mettre à droite. Alors on mettrait Grimaldo à gauche, un peu pour récompenser les deux. Moi, c'est mon choix. Je mets Grimaldo parce que but, passe décisive, solidité défensive aussi, les Leverkusen. On parle beaucoup de leur jeu offensif, mais ils ont été dans les meilleurs défenses de Bundesliga. Ils vont en finale d'Europa League. Malheureusement, ça se passe mal pour eux. Ils gagnent la Pokal en Allemagne, ils gagnent la Bundesliga. Voilà. Saison de patron, même si depuis le début de la saison, c'est un peu moins bon, mais ça reste quand même dans des standards très très élevés. Grimaldo, c'est mon choix à gauche. Tu lis dans mes pensées, Robin. Pour moi, c'est aussi Alejandro Grimaldo. Voilà, pour toutes les raisons que tu as déjà citées, joueur exceptionnel, latéral gauche qui, pour moi, contrairement à ses compères, tu as parlé de Théo Hernandez, Alphonso Davies, qui sont potentiellement intrinsèquement les meilleurs latéraux du monde depuis plusieurs années, mais qui, pour moi, ne sont pas sur leur plus grand cru. Si je puis dire. Clair. Oui, surtout Alphonso Davies. Oui. Surtout Alphonso Davies qui a fait un début d'année catastrophique. Oui. Théo Hernandez, il n'y a pas de titre à la clé. Oui, c'est important de le dire. Et Davies non plus. Et Davies non plus. En revanche, Alejandro Grimaldo, c'est vraiment un des symboles de ce Leverkusen. Ouais. Comme tu as dit, je pense qu'il mérite de prendre cette récompense pour Frimpong, mais pour moi, il est encore plus important, notamment pour un élément. Les coups de pied arrêtés, c'est les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, c'est un tir exceptionnel de coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc direct, coup franc long, il tire même les corners. En étant nous deux fans du Bayern, ça nous a fait mal. On s'en rappelle. Un coup franc exceptionnel à l'Allianz Arena. C'était pas sur l'année 2024, mais on s'en souvient quand même. Non, mais il marque le premier but contre le Bayern aussi dans ce match décisif du côté de la Bayer Arena où Leverkusen décidément tue tout suspense dans la course au titre. Le Bayern avait l'occasion de revenir et il les assassine 3-0, on s'en rappelle encore. Alejandro Grimaldo, encore une fois décisif. Voilà, joueur qui était jusqu'alors un peu méconnu au Benfica. C'est typique de ces joueurs du Portugal où on les connaît comme ça de nom, mais on les a jamais vraiment vus performer au plus haut niveau. Oui. Et ce qui fait que voilà, le Leverkusen, le staff de Leverkusen de Xabi Alonso a eu le nez fin d'aller dénicher sur Alejandro Grimaldo qui permet tout simplement à Xabi Alonso de jouer le jeu qui est produit à Leverkusen, ce 3-4-3. Grimaldo est certainement le joueur parfait pour jouer dans ce système. Tout comme Frimpong l'est à droite. Donc oui, complètement. Les deux ont aussi les centres. Les centres de côté gauche à côté droit, de côté droit à côté gauche, c'est une action. Les assists de Grimaldo de Frimpong pour l'autre de l'autre côté. Mais comme tu as dit, ils ont des apports presque d'ailier. Et pourtant, défensivement, ils ont quand même des qualités. Bien sûr. Mais voilà, j'ai envie de mettre en avant Grimaldo. On peut quand même citer le fait qu'il a pris l'Euro en plus, ce qui est une dinguerie. Bien sûr, évidemment, sans jouer. Il a joué le match contre l'Albanie, voilà, c'était pas un titulaire, c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder là-dessus, mais quand même, comme tu dis, les trophées, ça compte dans le foot, donc on peut pas ne pas le citer. Il a pris la Pokal, il a pris le championnat. Malheureusement, le seul match qu'il aurait dû gagner finalement à la fin, ils l'ont perdu, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai envie d'une mention honorable. Sur le poste latéral gauche ? Oui, en plus de ce qu'on a dit. Oui, j'ai envie d'une mention honorable pour Federico Di Marco, ouais. qui prend avec l'Inter aussi, comme Yann Sommer, la Serie A, qui fait un Euro raté, on va pas se mentir, mais comme tout le reste de l'Italie. Comme tout le reste de l'Italie. Mais intrinsèquement, un joueur exceptionnel. Vraiment dans le même registre presque que Grimaldo. Je pense que ce qui a fait la différence dans mon esprit, c'est que Grimaldo, ils font la saison invaincue en championnat.
Ouais. Avec Leverkusen, et ils prennent la coupe. L'Inter ne prend pas la coupe d'Italie. Donc pour moi c'est un peu ça qui a fait la différence. Et pour moi aussi, ce qui a fait la différence avec Di Marco, on le connaît à ce niveau-là, depuis quelques saisons, alors que Grimaldo ne l'attendait pas à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc ça, pour moi, entre les attentes et le niveau, c'est ça qui fait l'énorme différence. Absolument. Di Marco, c'est quand même un joueur qu'on connaît depuis plusieurs années. On connaît ses qualités. C'est un joueur extrêmement puissant, qui a une qualité de centre fantastique. Tout à fait comme un Grimaldo, tu dis. Mais je pense que voilà, si on ne récompense pas l'année exceptionnelle de Leverkusen dans cette équipe, on le fera jamais. Hein, donc voilà. C'est notre défense. Personnellement, j'en suis très satisfait. Qu'est-ce qu'on a ? On a un poste de différence finalement. Oui, on a eu deux, le gardien et un des deux défenseurs centraux. Ruben Dias et Emiliano Martinez et Jacob Saliba. Voilà, très exactement. Bien. Alors, passons au milieu de terrain. On passe maintenant au milieu de terrain. Et le premier poste, le poste le plus défensif, le poste de numéro 6. Je pense que c'est le poste où il a le moins débat, étant donné que c'est le Ballon d'Or, Monsieur Rodri, ce joueur qui a fait une saison exceptionnelle, il est Ballon d'Or. Je pense qu'il n'y a pas débat, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter sur ce joueur qui malheureusement s'est fait les croiser, c'est clair, mais joueur exceptionnel et qui mérite, enfin c'est celui qui mérite probablement le plus sa place dans ce 11 de l'année, étant donné qu'il est Ballon d'Or. Ne serait-ce que, voilà, comme tu dis, il est Ballon d'Or, alors forcément c'est le premier nom qu'on va cocher dans cette équipe. Il a tout gagné, Rodri, quasiment. À part la Ligue des Champions, voilà, il prend encore une première ligue avec Manchester City, en étant vraiment le patron de cette équipe. Comme j'aime bien le dire, Rodri, c'est un peu la pièce manquante qui a été apportée dans le collectif de Guardiola, qui a permis à ce dernier de réaliser un peu tous ses fantasmes tactiques au travers des âges. Le mot est bien trouvé. Je trouve que il a su tout simplement répondre à toutes les difficultés qui sont posées devant Manchester City et en faire l'équipe qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce joueur est clutch, il a un début très important. On pense à celui en finale de Champions League contre l'Inter, forcément, en 2023. Et il prend l'Euro. Que dire de plus ? Il prend l'Euro, oui. Franchement, non. Je pense que Rodri est pas loin de réaliser l'année ultime s'il prend la Ligue des Champions. C'est encore c'est le seul truc. Mais voilà. Je pense surtout que dans une année où pour une fois, pour revenir un peu sur le débat du Ballon d'Or, on n'a pas un attaquant qui explose tous les standards en termes de statistiques, parce que c'est quand même souvent sur ça qu'est décerné le Ballon d'Or. Que ça se joue, oui, bien sûr. Je trouve que c'est très bien pour le football qu'un autre poste, à vocation plus défensive, puisse aussi prétendre à cette récompense, et Rodri incarne bien la vision du football que je prône. Donc pour moi, c'est mérité. Voilà, on viendra plus tard sur son principal concurrent à ce titre, qui l'aurait aussi mérité. Oui, bien sûr. Mais voilà, à ce poste-là, Rodri s'est imposé comme la référence. On est déçu de ne pas le voir sur les terrains cette année. Mais Et est-ce que, corrélation ou pas, mais est-ce que c'est lié, mais Manchester City va moins bien, on a souvent entendu ce débat, va moins bien depuis la blessure de Rodri. Est-ce que c'est lié ? Probablement. Est-ce que c'est uniquement dû à ça ? Sûrement pas. Mais le fait est que Rodri manque beaucoup à Manchester City ces temps. C'est sûr. Et il manquerait à n'importe qui. Bien entendu. Ce joueur est tellement important. Il apporte une stabilité à n'importe quelle équipe au milieu de terrain, autant capable de gratter du ballon que de casser des lignes avec ses passes, que de le porter même. Il est capable de tout, ce joueur. Un cran plus haut sur le terrain. Deux milieux offensifs. J'ai hâte de voir tes choix. Ouais, moi aussi. En ce qui me concerne, toujours dans ma logique de récompenser autant le talent individuel que les titres, j'ai passé du temps vraiment à réfléchir. Mais pour moi, il y en a deux qui s'imposent finalement. C'est Florian Wirtz et Jude Bellingham. Ok. Je te laisse expliquer tes choix et on s'explique après sur... Très bien. Écoute, mes choix sont Florian Wirtz. Oui. Et Jude Bellingham. Très bien. Voilà. Content qu'on ait la même sensibilité foot en tout cas. Tu sais qu'il y a quelqu'un qu'on aurait aimé mettre, mais on peut pas. Bien sûr, Jamal Musiala. On est obligé de mettre son pote. Notre joueur préféré voilà, tous les deux. On vous le dit à tous les deux, Jamal Musiala est notre chouchou. Vous en entendrez beaucoup parler. Malheureusement, pas de titre. Et une saison qui, même intrinsèquement, sous Thomas Tuchel, n'est pas sa meilleure. On va pas se mentir. Quand on regarde ce qu'il est capable de produire maintenant sous Vincent Kompany, j'ai pas envie de dire que c'est jouer la nuit, mais pas loin. Ouais. Je pense, on introduit directement sur Jamal Musiala parce que c'est le joueur qu'on aurait aimé mettre dans ce 11. Mais pour faire la comparaison par rapport à Florian Wirtz, je pense que Wirtz mérite plus les trophées. Il était plus décisif et il a gagné des trophées. Les contributions offensives, évidemment, et les trophées.
Florian Wirtz et Jamal Musiala jouent dans le même championnat. Et c'est Florian Wirtz qui a tout pris. Bien sûr. La et coupe si je et le me championnat. si je me trompe pas, il me semble qu'il finit la saison de Bundesliga à plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives. Non, franchement, fantastique. C'était Florian juste Wirtz. exceptionnel dans ce Leverkusen qui tournait si bien, enfin qui tourne encore bien, mais qui la saison passée était juste imprenable. Je pense que Florian Wirtz a clairement sa place dans ce 11. Pour parler de son compère au milieu de terrain, Jude Bellingham, pour moi, c'est totalement mérité dans le sens où, malgré l'Euro de l'Angleterre, c'est celui qui offensivement apportait le plus. Oui. Et Ah, même, on peut pas... même défensivement très besogneux au milieu de Même, terrain, oui, je alors, oui, complètement. Et malgré sa mauvaise passe de 2 mois en ce début de saison, trouve. Il revient très fort. il revient très fort très maintenant, fort, ouais. et il faut pas oublier que les 6 premiers mois avant l'Euro, il était un cran en dessous de sa première partie de saison, Oui. mais ça reste Jude Bellingham. Et il finit la C'est saison... avant tout aussi une question de positionnement sur le terrain. Aussi, Jude oui. Bellingham jouait presque comme un attaquant. On se rappelle de ses débuts au Real Madrid qui étaient en termes de statistiques absolument affolantes. Ouais. Mais comme tu dis, Jude Bellingham, pour moi, c'est devenu une star du football mondial tout Ah simplement. oui, bien sûr. Patron au Real Madrid, il arrive sa première saison, très jeune joueur, on sait qu'il a que 21 ans. Il s'impose comme un élément tout simplement incontournable du Real Madrid, décisif dans les gros moments. J'ai tellement de souvenirs de buts dans le temps additionnel. Oui. Il incarne ce que le Real Madrid est, je trouve. Et avec l'Angleterre, comme tu dis, je trouve qu'il a été peut-être le seul à surnager pendant l'Euro. Il sauve l'Angleterre d'une élimination Oui. précoce contre la Slovaquie. Surnager, En j'irai huitième. peut-être pas jusque-là. Je trouve Ah, tu trouves pas qu'on le sentait fatigué dans le jeu à certains moments, Ouais. mais il a eu les contributions décisives que les autres attaquants anglais n'ont pas eu. Et ça, pour moi, ça fait la différence. Ça, c'est clair. Mais dans le jeu, je l'ai pas trouvé flamboyant non plus. Alors, flamboyant, non, mais les autres étaient tellement à un niveau que j'ai trouvé au-delà du décevant. Ouais. Que pour moi, Jude, c'est le seul qui a, on va dire, tenu la baraque, si Ouais. on peut dire ça gentiment. Si on peut passer aux mentions honorables, Oui. j'aimerais dire un mot pour les 2 milieux d'Arsenal, que sont Declan Rice et Martin Odegaard. Les deux à un niveau exceptionnel la saison dernière. Malheureusement pas de titre, on en revient toujours à la même chose. On aurait pu parler de Cole Palmer dans un rôle un peu plus offensif. Tout à fait. Malheureusement, lui non plus n'a pas de titre et n'est pas un titulaire à l'Euro, bien qu'il aurait dû l'être. Ouais. Mais Il marque en finale. Hein. il marque en finale. Mais Cole Palmer sur un niveau exceptionnel et je ne doute pas s'il continue sur sa lancée qu'il sera dans l'équipe de l'année 2025. Ah, c'est une possibilité. Pour parler d'un joueur que j'adore au Real Madrid, et c'est rare, mais j'adore un joueur au Real Madrid, directement. Federico Valverde. Ouais. Valverde qui pour moi est un super joueur, qui est capable d'évoluer dans plusieurs positions, etc. Il prend la Ligue des Champions, donc super saison pour lui encore une fois. J'aimerais bien en rajouter 2 encore. Oui, bien sûr. Malheureusement, pour Valverde, je trouve que c'est Ouais. trop juste, étant donné les autres noms qu'il y a au milieu de terrain. Ça Ouais, serait non, clair. mais il y en a beaucoup, hein, franchement. Peut-être une pointe de chauvinisme encore, mais Granit Xhaka. Bien entendu. Ah là, on pouvait pas le mettre parce que Rodri verrouille le poste de numéro 6, mais Granit Xhaka, quelle saison. Ouais. Le véritable patron de ce milieu de Leverkusen, autant leader caractériel que Bien technique. Il marque des buts. Il marque des Il buts marque des importants. Avec l'équipe de Suisse qui fait quand même malgré tout un très bon Euro. Bien sûr, il est On peut le dire, patron au milieu il de est terrain. encore une fois le patron. Voilà, un des tout meilleurs 6 de la planète sur cette année 2024. Pour moi, il mérite mention. J'ai presque envie de rajouter Vitinha. Qui pour moi a pris une autre dimension avec le PSG au cours de cette année 2024. Quand il est arrivé, c'était pas le milieu qui avait convaincu non plus de fou, j'ai envie de dire. Ouais. Vitinha, sur cette année 2024, force est de constater que au Paris Saint-Germain, il s'est imposé comme le leader technique de ce milieu de terrain. Ouais. Il marque un but très important contre le FC Barcelone qui les qualifie, enfin qui du moins les remet dans le match lors du match au Camp Nou. Oui. 1 euro avec le Portugal en demi-teinte, c'est vrai, mais c'était encore une fois tout le collectif du Portugal Effectivement, oui. qui n'était pas au niveau, mais je pense que voilà, intrinsèquement ce joueur, on a eu la chance de le voir évoluer tout récemment lors d'un déplacement à l'Allianz Arena pour un Bayern Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est sûrement le joueur qui m'a le plus choqué. Hein. C'est un joueur qui garde tellement bien la balle, tellement propre techniquement, et capable de marquer. Et souvent on parle des 6 comme ça, bien techniques, un peu à la profil de Xavi ou Thiago Alcantara plus récemment. C'est souvent des 6 qui ont peu de buts dans une saison, qui marquent peu, qui font beaucoup de passes décisives. Lui, les frappes de loin en plus, il a ça dans son arsenal et honnêtement c'est un joueur impressionnant. J'accepte complètement la mention honorable pour le coup. Très bien. Ça me permet, figure-toi, de faire un lien avec mon ailier gauche. Bien entendu, on parlait de la finition de Florian Wirtz à 21 ans. Ah, L'ailier gauche qui est m'as fait si peur. fort maintenant, m'as fait qui est peur. si fort maintenant. oui, ok. Vinicius Junior, on parlait de la maturité de Florian Wirtz. Vinicius Junior n'était pas autant mature à son âge, non, avait beaucoup ça. de déchets dans la finition.
Mais force est de constater qu'il a perfectionné ça avec l'âge. Et Vinicius Junior, quelle saison. L'autre prétendant au Ballon d'Or. Bien sûr. On l'aime pas pour son caractère, mais il fait une saison exceptionnelle. Il marque en finale de Ligue des Champions. Oui. Malheureusement, il fait une Copa América ratée, ce qui lui coûte probablement le Ballon d'Or. On va en discuter, je pense. Mais pour moi, Vinicius Junior, intrinsèquement, est le meilleur joueur du monde actuellement. On est d'accord. Avec Florian Wirtz, avec Jamal Musiala, avec Bellingham par moment. C'est toute cette classe de joueurs qui est vraiment top en ce moment. Ouais. Mais Vini Junior, vraiment pour sa qualité de percussion et de finition maintenant aussi, il faut bien le dire, qui tient aussi un peu le Real cette saison, avec la méforme d'Mbappé du début de saison, c'est lui qui plante, c'est lui qui fait les assists. Ça date pas d'hier. C'est un joueur exceptionnel qui pour moi a sa place tous les jours dans cette place d'ailier gauche du 11 de l'année. Ouais, comme tu dis, Vinicius, c'est l'incontournable. Pour moi, intrinsèquement, comme tu l'as dit, je vois pas de joueur plus percutant. Vraiment, le Bayern Munich, quand on les a affrontés en demi-finale de Ligue des Champions, il m'a traumatisé. Je pense que vous avez vu Kimmich, hein, c'était juste une tempête. Pour moi, ce joueur est certainement le joueur qui peut potentiellement le plus peser sur un match à l'heure actuelle. Il a à la fois une force, tu as parlé de son caractère et tu as très bien fait, parce que pour moi c'est sa force et sa faiblesse. Il ne doute pas de lui, c'est le gars, tout le long du match, il va donner son maximum, il va toujours essayer de te tuer jusqu'à la dernière minute du match. Par contre, qu'est-ce qui peut s'agacer vite, et qu'est-ce que ça, tu as parlé de sa Copa América ratée à juste titre, je pense que son caractère ne l'aide pas non plus, parce qu'il a tendance à beaucoup insupporter les gens. Après, voilà. Nous, on est là pour parler de football, surtout. Bien sûr. Et si on parle de football, y a rien à dire sur le joueur. Qualité de dribble, qualité de finition, comme tu l'as dit, qui était certainement secteur très faible de son jeu. Son défaut, en début de carrière. Entendu, on se rappelle quand il est arrivé au Real Madrid. Je pense qu'on se rappelle tous de la phrase de Karim Benzema. Benzema, il était moqué. Il joue contre nous. Ouais. Voilà. Il ratait tellement. Il a su progresser dans tous les secteurs de son jeu, ce qui en fait aujourd'hui l'ailier gauche, le meilleur ailier gauche du monde. Oui, clairement. Donc, il est rapide, technique, il sait faire, il sait faire preuve de bonne vista aussi, donner les passes quand il y a besoin. Complètement. Il est fan de son club, qu'est-ce qu'il est heureux de marquer à chaque fois, il embrasse le logo, tout ça. Je pense que c'est vraiment le joueur que, quand tu es fan du Real Madrid, tu dois kiffer, mais quand tu es en face, qu'est-ce que tu souffres. Vini, tu aurais peut-être mérité ton Ballon d'Or. Mais comporte-toi mieux. Comporte-toi mieux et la Copa América. Après, voilà, c'est tout. Si on parle de cette Copa América, le Brésil a été extrêmement décevant. Bien sûr. Toute l'équipe du Brésil, un peu à la manière de beaucoup de grandes équipes lors de ces tournois d'été, j'ai envie de dire. Bien sûr, oui, mais c'est souvent le lot des équipes qui ont joué déjà beaucoup de matchs dans la saison qui arrivaient fatiguées. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que Vini jouait en pointe durant la Copa América, ce qui ne l'aide pas, ce qui ne lui permet pas d'exprimer ses qualités au maximum, disons. Donc voilà pour Vinicius Junior. À droite, mon choix a été très très difficile à faire. Ok. Je vais te le dire. Pour moi, il était facile, mais... Il y avait deux joueurs. Je sais déjà lesquels. Vas-y. Il y avait Lamine Yamal et Mohamed Salah. On est d'accord là-dessus. Voilà. C'est les deux qui ont surperformé, mais pour moi, il y en a un qui mérite plus que l'autre si on parle purement d'année 2024. Voilà. Mohamed Salah, exceptionnel. Il est probablement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Il marque, il assiste, il fait tout à Liverpool dans un collectif qui marche super bien. Lamine Yamal, début de saison en demi-teinte de par les blessures. Mais mon choix s'est quand même porté vers le jeune de 17 ans parce que l'Euro, un titre majeur que Mohamed Salah n'a pas gagné. Mohamed Salah ne prend pas la Première Ligue, Mohamed Salah ne prend pas la Ligue des Champions. Pas de compétition internationale. Donc forcément, ça ne l'aide pas, malgré les buts et les passes D qu'il a en plus de Lamine Yamal. Ouais. C'est un peu la même chose que pour Grimaldo, le niveau auquel on attend un joueur et le niveau auquel il performe. Pour moi, Lamine Yamal a explosé son plafond de verre. Vraiment, on n'imaginait pas à ce niveau-là à l'Euro. Il marque contre la France un but sublime. Il est bon tout au long de la compétition. Il assiste Nico Williams pour le but en finale contre l'Angleterre. Juste saison exceptionnelle, et surtout pour un gars qui a fêté ses 17 ans cette année, ça c'est exceptionnel, et c'est pour ça que mon choix se porte finalement sur Lamine Yamal plutôt que sur Mohamed Salah, que j'adore également. Lamine Yamal, ce qui parle en sa faveur, c'est que c'est un peu le tube de l'été. On peut dire ça comme ça. Parler de n'importe qui, il connaîtra Lamine Yamal. Effectivement. On n'a peut-être jamais vu ça, un joueur avec une telle maturité à cet âge-là. On parlait de maturité pour Florian Wirtz. Mais lui, c'est presque encore plus. Bien sûr, c'est plus parce qu'il a 4 ans de moins que Florian Wirtz. N'oublions pas qu'il avait 16 ans encore à l'Euro. Enfin, voilà.
réfléchissez à ce que vous faisiez à 16 ans. Voilà, je pose ça. Mais Lamine Yamal, quel joueur tout simplement. Je ne m'attendais pas à voir un Lamine Yamal arriver à cet Euro avec ce niveau tout simplement. Voilà, on sait on a commencé à le connaître au FC Barcelone il y a de cela quelques temps. Voilà, on nous parle d'un jeune comme ça, plus jeune joueur à revêtir la tunique du Barça, qui d'entrée de jeu montre somme toute des belles choses. Moi j'ai souvenir d'une campagne de Ligue des Champions où il fait un très bon match aller et retour malheureusement. Contre le Paris Saint-Germain. Oui. Contre le Paris Saint-Germain. Où il est sorti suite au carton rouge d'Aroro. Mais voilà, clairement il fait l'étalage déjà de toutes ses qualités en termes de dribble, d'élimination, de percussion. Et de finition. Et de finition d'ailleurs, face à Nuno Mendes. Oui. Voilà, Lamine Yamal a commencé à se faire un nom à partir de là. Il prend une place de titulaire à seulement 16 ans au FC Barcelone. Ce qui, encore une fois, il faut se rendre compte, on ne peut pas parler de Lamine Yamal sans parler d'âge. Kylian Mbappé a dit tu me parles pas d'âge. Il avait tort. Là, avec Lamine Yamal, il faut en parler parce que c'est vraiment pas anodin. On arrive à cet Euro avec l'Espagne, où il s'est mué comme le patron de cette Rora, qui pourtant Rodri au milieu de terrain, voilà, mais je dirais qu'il a, lui en attaque, c'était le leader d'attaque. Nico Williams aussi à gauche, qui s'est fait l'auteur d'un très bel Euro. Mais tout ça pour dire que voilà, dans cette équipe de l'Espagne, qui pour moi, où tout le monde a brillé, c'est tout le collectif qui a été au niveau, Lamine Yamal s'est montré comme la figure de pro, comme tu as dit, but très important en demi-finale, assist en finale. Pour répondre à Adrien Rabiot. En demi-finale. Enfin bref. Mais pour Lamine Yamal, au-delà de l'âge, moi ce qui me choque c'est la durée de progression. Je me souviens que mon petit frère est fan du FC Barcelone, il me parle de Lamine Yamal pour sa première apparition quand il avait 15 ans. Il avait 15 ans et 200, 300 jours, quelque chose comme ça. Un an plus tard, à l'aube de fêter, pas ses 16 mais ses 17 ans à l'Euro, il est titulaire avec l'Espagne, il prend l'Euro, il est titulaire avec le Barça. En un an, il est passé de petit joueur de la Masia qui perce avec l'équipe première, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, à titulaire avec le Barça, à titulaire avec l'Espagne, vainqueur de l'Euro, et juste le meilleur jeune joueur du monde de loin. Il est presque déjà dans les débats du meilleur joueur du monde, ce qui est hallucinant. Oui, ce qui est hallucinant à 17 ans. Oui. Il a fini 6ème au Ballon d'Or, je crois d'ailleurs. Oui. Mais voilà, on pourrait en parler longtemps de ce jeune tellement il nous enthousiasme. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est j'étais presque un peu inquiet par rapport à l'après-Euro, dans le sens où on a une hype tellement puissante qui est montée autour de Lamine Yamal que moi j'attendais de voir le début de saison avec le Barça où il allait vraiment arriver comme la star du FC Barcelone. Force est de constater qu'il a répondu présent. Alors il a été malheureusement embêté par les blessures, mais quand il est sur le terrain, c'est pas le Barça, ça change quasiment du tout au tout. Si on regarde les résultats du Barça quand Lamine Yamal est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, c'est le jour et la nuit. C'est un peu comme Rodri à City en fait. Carrément. Pourtant on n'est pas du tout sur le même profil, mais de se dire que ce joueur peut avoir déjà un impact aussi significatif sur les performances du grand club qu'est le FC Barcelone à cet âge-là, on a de longues années qui nous attendent de Lamine Yamal devant nous et on s'en réjouit, mais voilà, 2024 pour moi je le récompense déjà lui. T'as parlé de Mohamed Salah à juste titre, sur le début de saison, si on parle pas de niveau intrinsèque, mais simplement de ce qu'il démontre sur le terrain, c'est le meilleur joueur du monde. Bien sûr. Pour statistiques, voilà, il est à 32 ans, certainement au pic de sa carrière, alors qu'on pensait qu'il en était sur la fin. Donc à voir ce que ça donnera pour cette année. Comme tu dis, pas de titre, voilà. Pour moi, Lamine Yamal, c'est vraiment l'ailier marquant, les droits marquants de cette année. Si on peut peut-être citer 2-3 mention honorable au poste d'ailier. Bien sûr, dans le cas où tu considères Rafinha comme un ailier droit, même s'il a beaucoup plus joué ailier gauche ces dernières semaines, bien sûr qu'on peut le citer. Malheureusement, lui non plus n'a pas de titre. Avec le Brésil, il est également décevant à la Copa. Le Barça ne prend pas la Liga. Mais sur son début ce début de saison, depuis qu'il a été replacé à gauche sous Hansi Flick, très très bon Rafinha. Sinon... les Anglais quand même, hormis l'Euro, Bukayo Saka, Phil Foden. Bien sûr, oui. Hormis l'Euro, oui. Phil Foden qui finit meilleur joueur de Première Ligue, donc quand même... Bukayo Saka qui est vraiment le leader avec Martin Odegaard, le leader technique d'Arsenal. Bien sûr. Le problème moi que j'ai avec ces deux joueurs, c'est que Foden disons est exceptionnel jusqu'à juin, et est catastrophique depuis. Donc c'est pas assez pour moi pour être sur l'année complète pour être dans le 11. Je suis d'accord avec toi. Et Saka pourtant lui a la régularité, mais lui n'a pas de titre. Et le problème est que il n'a pas l'apport statistique suffisant pour prétendre à une place sans les titres. Mohamed Salah pouvait prétendre à une place sans avoir gagné de titre de par son apport statistique. Saka, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas dans ce 11.
Enfin, peut-être petite mention pour Ademola Lookman. Tout dépend où tu le mets. Que évidemment, j'aurais pas mis dans mon 11, mais qui pour moi mérite mention parce que c'est vraiment un joueur qui a explosé. Hein. J'ai souvenir d'un Ademola Lookman qui a enchaîné des prêts. Il a joué à Leicester, à Leipzig, sans jamais vraiment s'établir durablement dans un club. Là, à l'Atalanta, force est de constater qu'il a trouvé sa place dans ce collectif et se fait évidemment l'auteur d'un match, mais c'est un match all-time. C'est un match, oui, c'est sûrement la plus grande performance de l'histoire de finale d'Europa League, probablement. Ouais, bah oui, non, parce que c'est ce qu'on peut appeler un triplé parfait. Si vous aviez vu les 3 buts, c'est fantastique. Oui. Voilà, à partir de là, il y a eu un peu une hype autour de lui. Il fait un bon début de saison. Il confirme. Bien sûr, il confirme, il continue à planter. Donc, ouais, il a un rapport statistique qui continue d'être, somme toute, assez impressionnant. Oui, voilà pour nos ailiers. Donc, en ce qui concerne le poste de numéro 9, grand débat là autour. Pas un 9 qui sort du lot pour moi, dans le sens où les 9 qui intrinsèquement sont les meilleurs depuis quelques années, à savoir Kane, Haaland, Lewandowski, Mbappé, je ne le considère pas comme un 9, mais on aurait pu le jouer à ce poste-là. Pour moi, il n'y en a aucun qui sort du lot. Pour moi, Kane, et Dieu sait que j'adore Kane étant fan du Bayern, n'est pas dans la discussion de par les titres, encore une fois, malgré son apport statistique, etc. Lewandowski, et c'est un peu la même chose, l'Euro est pas bon, après il joue avec la Pologne, donc ça ne l'aide pas. Haaland, pour moi, j'ai beaucoup hésité parce que on a beau dire ce qu'on veut sur le niveau intrinsèque, qu'il ne plante plus maintenant, alors qu'il est quand même 2e meilleur buteur de la Première Ligue. Ouais. Le gars, on dit que sa saison est moins bonne que celle de précédente, mais effectivement, il finit à 38 buts ou 39 buts, il pète le record sur une saison de Première Ligue all-time dès sa première saison, donc forcément que sa saison après allait être moins bonne. Il finit quand même avec sa 30aine de buts, meilleur buteur de Première Ligue, il est champion d'Angleterre, saison exceptionnelle, quoi qu'on en dise, statistiquement parlant. Son début de saison là est moins bon, mais il plante quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité avec Haaland de par les trophées et les buts marqués. Kane n'était plus dans le débat. Gyökeres, on peut en parler un mot, mais pour moi, en ne jouant pas dans les 5 grands championnats, c'est compliqué de prétendre. Victor Gyökeres, si on parle d'apport statistique pur et simple, c'est le meilleur. Ouais. C'est celui qui s'est montré le plus décisif sur l'année 2024, un joueur qui était jusqu'alors assez méconnu. On est typiquement sur le genre de profil du championnat portugais. Oui. Je pense à des Bruno Fernandes, à des Alejandro Grimaldo maintenant, où c'est des joueurs qui performent, et je suis convaincu que le club qui ira le chercher l'été prochain va certainement quand même se mettre sur un bon coup. C'est clair. Voilà, Victor Gyökeres qui a des qualités de neuf pur, assez exceptionnelles, très physique, très rapide, excellente qualité de finition. Après, comme tu dis, c'est à prouver encore sur le très haut niveau, bien sûr. Ouais, il a claqué un triplé contre Manchester City quand même. En Ligue des Champions, bien sûr. De citer maintenant. Mais il faut voir durablement sur une saison complète, dans un top 5 championnat, etc. Bien sûr. Surtout que là, c'est plus compliqué depuis le changement d'entraîneur, depuis le départ d'Amorim du Sporting. Avec la sélection, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire maintenant. Il forme quand même un duo avec Alexander Isak et même je dirais un trio parce que c'est avec tout ça. Ouais, exactement, Dejan Kulusevski. Donc avoir le développement de cet attaquant, mais 2024 on est obligé de le citer parmi les mentions honorables dans le sens où c'est le meilleur buteur sur l'année civile et voilà, on peut pas J'aurais pu citer d'autres, mais qui pour moi intrinsèquement ne sont pas encore au niveau des top 9. On peut parler de Benjamin Sesko que t'aimes bien, on peut parler de Loïs Openda, on peut parler de Jonathan David, tous des buteurs confirmés qui performent constamment sur la saison, etc. Commence à avoir pas mal de numéro 9 quand même, je trouve, qui performent, c'est intéressant. Dans un moment où j'ai l'impression que plusieurs gros clubs manquent d'un numéro 9, je peux parler d'Arsenal, du Paris Saint-Germain, même du Real Madrid. Il y a des prises intéressantes à faire pour le futur, faudra pas se tromper. Oli Watkins aussi, qui est intéressant, avec Aston Villa, toujours un peu constant dans ses standards, il met ses buts, c'est des garanties de buts par saison. Omar Marmouche aussi, comme presque le co-meilleur buteur de Bundesliga sur ce début de saison. Voilà, après évidemment c'est encore un peu léger, mais mon choix, final. Je ne vois pas là sur qui tu final, c'est porté sur un joueur qui a pris 2 titres majeurs. Je te connais. Lautaro Martinez, voilà. Qui a pris, pour moi, qui est le parfait équilibre entre les titres. Il a pris la Serie A et la Copa América. Je tiens à dire également, comme on a pu avancer l'argument de Carvajal butant en finale de Ligue des Champions et Vini, qu'il marque en prolongation 1-0 contre la Colombie, finale de Copa América. C'est son but qui offre la victoire à l'Argentine 1-0 en finale. Il est exceptionnel sur la saison en Serie A. Il est tellement dominant. Il a été tellement dominant pour les défenses adverses en Serie A. Il prend 2 titres. Il a marqué.
En Ligue des Champions, malheureusement, son parcours s'arrête un peu prématurément contre l'Atlético. Penalty raté, hein. Penalty contre l'Atlético, Il c'est me possible dans la série, effectivement. Mais pour moi, étant donné que c'est un joueur avec un niveau intrinsèque très élevé, qui s'approche des top 9 comme Haaland, Kane, etc., Ouais. et l'apport statistique et les trophées, étant donné qu'aucun des gros neufs que j'ai cités tout à l'heure n'a pris de trophée majeur ou a été, disons, pas assez bon intrinsèquement sur toute la moyenne sur 2024, mon choix se porte sur Lautaro Martinez. Ok. Bah, intéressant pour conclure ce débat. Je crois qu'on a quasiment passé tous les 9 en revue. Finalement, voilà, on a parlé un peu de toutes les mentions honorables. Alors qui fait que je vais qui as-tu directement venir à mon choix. Alors, je pense qu'on va encore être sur la différence peut-être de jugement entre nous deux. Où moi j'ai envie de récompenser un joueur qui a été déjà pour moi le meilleur neuf intrinsèquement sur cette année 2024, qui l'est encore maintenant, qui après une période de plus de 10 ans passée dans son club a décidé de faire le grand saut à l'étranger et qui nous claque une première saison mémorable. Il a été le premier joueur à atteindre les 50 buts en Bundesliga, le plus rapide, encore plus rapide qu'un certain Erling Haaland qui avait déjà détruit ce record auparavant. Oui. C'est bien entendu Harry Kane. Oui. Que voilà, autant objectif que je puisse être, ce joueur, même s'il ne prend pas de trophée, on sait très bien qu'il est connu pour ça, mérite sa place. Pour moi, s'il y en a bien un dans ce Bayern Munich qui mérite sa place, c'est lui. Pour plusieurs raisons. Déjà son adaptabilité, comme je t'ai dit, un transfert comme ça, on voit que c'est pas tout le monde qui est capable pour moi de l'assumer. Il arrive dans la force de l'âge, à 30 ans au Bayern Munich, après avoir passé quasiment l'entièreté de sa carrière dans son confortable Tottenham Hotspur Stadium. Ouais. Malheureusement qui lui aura donné aucun titre. Voilà, Harry Kane, je pense que c'était le bon moment pour faire la transition, et force est de constater que ça s'est super bien passé. C'est peut-être un des seuls points positifs de la saison blanche du Bayern en 2024, c'est l'intégration express d'Harry Kane. Avoir enfin retrouvé un neuf après Lewandowski. C'est ça, parce que voilà, Lewandowski, légende absolue du club, voilà, le Bayern a joué une année sans pur neuf, on a voulu jouer avec Sadio Mané, on s'est retrouvé avec Choupo-Moting, qui a fait son taf auparavant, mais c'est un autre débat. Mais voilà, on sait que le Bayern a besoin d'un neuf de premier plan, et Harry Kane n'a pas déçu. Son apport statistique est exceptionnel. Moi j'ai envie de parler de ses qualités. Harry Kane, quand vous regardez le Bayern jouer, est à la fois le numéro 9, le numéro 10, le numéro 8 et même le numéro 6. Parfois, ça peut arriver, effectivement. Il est véritablement la colonne vertébrale, la moelle épinière de ce Bayern, tellement besogneux. En fait, c'est José Mourinho qui en avait parlé d'ailleurs en conférence de presse. Il avait dit Harry Kane est un joueur qui est fort même quand il ne marque pas. Et pour moi, ça c'est la grosse différence avec les autres numéros 9. Tu vas me citer Erling Haaland, j'imagine. Par exemple. mais il y en a d'autres. Même Levan, c'était ça. Pour moi, Lewandowski, c'était ça. Harry Kane est capable, non seulement de marquer à tout moment, mais en plus, dans les matchs plus compliqués, de redescendre, de faire preuve d'un abattage physique absolument exceptionnel, de distribuer des passes. Harry Kane, c'est une qualité de passe, qualité technique, qualité physique. C'est le neuf le plus complet. Ça, je suis entièrement d'accord. À l'heure actuelle. Je suis d'accord pour dire que toujours pas de trophée. Lautaro Martinez, lui prend, comme tu dis, le championnat, la Copa América, c'est à mettre dans la balance. Après, on est quand même très loin d'un rapport statistique d'Harry Kane. Et pour moi, sur le poste de numéro 9, je suis pas je suis pas un très grand adepte de tout juger par les stats. Pour moi, le foot, c'est bien plus que ça. Mais s'il y a bien un poste qu'on se doit de juger par l'apport statistique, c'est le poste de numéro 9. Bien sûr. Parce que c'est quand même ça qu'on attend d'eux, au final. Et en plus, Harry Kane fait le reste. Je tiens à souligner aussi que Lautaro Martinez finit meilleur buteur de la Copa América, avec 5 buts en 6 matchs. Ah, tu fais bien de le dire. Harry Kane finit meilleur buteur de l'Euro. Meilleur buteur de l'Euro, c'est vrai. Et pourtant, il fait un Euro de merde, faut le dire. Voilà. Mais Harry Kane finit meilleur buteur de l'Euro, va en finale de l'Euro, et fait demi-finale de Ligue des Champions. Donc, au final... Il n'y a pas de trophée, mais sa saison est correcte. Ah ouais. Individuellement, elle est magnifique. Bien sûr. Et collectivement, elle était à pas grand-chose d'être exceptionnelle. Oui. C'est pour ça que pour moi, on peut pas lui taper dessus, à lui. Bien sûr que non. Et pour moi, il mérite sa place. C'est le meilleur. Et je me vois pas faire une équipe sur l'année 2024 sans Harry Kane au numéro 9, parce que pour moi, c'est celui qui a montré qu'il était tout simplement le plus performant. Même sur la scène européenne, il a marqué contre Arsenal, il a marqué contre le Real Madrid. Quel tireur de penalty aussi. Faut dire ce qui est. Depuis un penalty raté, vous en souvenez tous contre l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022.
Harry Kane n'a raté aucun penalty, je crois qu'il en a 26 de suite, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Toujours dans les moments un peu plus difficiles, il est là. Il a claqué sur l'année 2024, je crois, 5 triplés. Ouais. 5 ou 6 triplés, ce qui est quand même dingue quand on y pense. Il y a des joueurs qui en mettront pas un de leur carrière. Effectivement. Donc voilà. Pour moi, c'est le joueur qui va venir conclure ce 11. Au final, on a un 11 qui est quand même relativement semblable. 3 joueurs de différents. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette première vidéo pour nous, c'était vraiment une super expérience. Vous avez donc les deux 11 sous les yeux, celui de moi-même, celui de Quentin ici présent. Laissez-nous savoir en commentaire lequel vous estimez le plus juste ou le plus, disons, proche de vos sensibilités footballistiques. Donc voilà, pour nous c'est déjà la fin, mais on vous retrouve très vite avec des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, des nouveaux jeux. On vous en dira plus très prochainement, probablement sur Instagram. Voilà, je sais pas si t'as une chose à dire pour finir ça. Ouais, pour moi c'est hyper important pour nous d'avoir vos avis aussi, tant sur la qualité de la vidéo étant donné que c'est notre première, mais aussi sur le contenu, car c'est vrai que pour moi une équipe de l'année c'est typiquement le genre de vidéo où on peut créer du débat. Ça sera pour moi essentiellement le but de cette chaîne, ça sera une chaîne de passionnés où on veut créer voilà, une communauté dynamique, où on peut échanger dans le respect, parce qu'on sait que des fois le foot ça touche les sentiments. Mais voilà, nous en tout cas on a vraiment adoré faire cette première vidéo, on espère que vous allez tout autant apprécier que nous, et que cette aventure soit belle. Voilà. Et pour nous, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Ciao ciao.